Lorsque les cartes du Sahel changent de couleur, un paradoxe surgit. Plus les puissances étrangères annoncent leur retrait, plus les couloirs aériens, les bases et les centres d'instruction se multiplient. Les drapeaux varient, mais les chaînes ne font que changer de peinture. Les rapports parlent de lutte antiterroriste, pourtant les armes se tournent vers le nord, là où courent les routes du commerce. Au centre de ce cercle silencieux se dresse Ibrahim Traoré, celui qui a posé la souveraineté non pas comme slogan, mais comme condition d'existence. La question n'est plus qui arrive ou part, mais jusqu'où l'Afrique laissera-t-elle d'autres tracer sa dernière ligne. L'histoire du Sahel ne parle pas seulement de frontières, elle parle du droit de décider par soi-même, ce qu'Ibrahim Traoré nomme l'indépendance disciplinée. L'enjeu est clair. Si le Burkina Faso parvient à prouver qu'une jeune nation peut assurer sa défense, gérer ses ressources et contrôler son récit sans tutelle étrangère, alors tout le continent africain pourrait réapprendre à se tenir debout. Mais le prix est lourd. Chaque déploiement, chaque accord, chaque vol de drone devient un signal pour ou contre la souveraineté. Quand les chancelleries prononcent le mot stabilité, les peuples du Sahel entendent souvent contrôle. Entre ces deux sens se joue la ligne fine de la liberté. Et voici une interrogation qui résonne. Si l'indépendance est une flamme, y aura-t-il assez de vent pour qu'elle survive à la tempête ? La révélation arriva sans fanfare. En moins de 6 mois, les cartes militaires de l'Afrique de l'Ouest changèrent plus vite qu'en une décennie entière. Les bases françaises officiellement fermées au Mali, au Niger et au Burkina Faso réapparurent sous d'autres bannières. Coopération sécuritaire, mission conjointe, contre-terrorisme régional. Ce que Paris appelait repositionnement stratégique prit sur le terrain l'allure d'un encerclement mesuré. Les observateurs virent les points rouges s'étendre. Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Chacun accueillait désormais des instructeurs ou des conseillers européens, parfois américains. À première vue, rien d'anormal. La guerre contre les groupes armés ne connaît pas de frontières. Mais les trajectoires des drones, les axes de surveillance et la concentration des nouveaux bataillons disaient autre chose. Les yeux du dispositif regardaient vers le nord, non vers les côtes. Pour le Burkina Faso, cette géométrie de fer signifiait un retour du vieux schéma colonial sous un uniforme différent. Ibrahim Traoré, conscient du symbole, parla d'une souveraineté encerclée mais debout. Son gouvernement expulsa plusieurs ONG soupçonnées d'espionnage, suspendit des accords hérités de l'ère postcoloniale et signa des partenariats avec Moscou pour la formation et la maintenance. Paris resta silencieux. Ce silence, à Ouagadougou, résonna comme un avertissement. À la télévision, les images de convois étrangers s'alternaient avec celles de jeunes manifestants brandissant le drapeau national. Entre les deux, un abîme. D'un côté, la rhétorique polie de la sécurité partagée, de l'autre, la mémoire d'une Afrique qui s'est souvent réveillée trop tard. Ce fut une première rupture narrative. Le Sahel, jadis perçu comme terrain d'intervention, devenait laboratoire d'émancipation. Et au cœur de cette inversion se profilait une question que nul diplomate ne voulait formuler. Si les empires changent d'uniforme, comment les peuples reconnaîtront-ils la liberté ? Au centre de ce récit, un visage revient sans cesse. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole, ni tribun charismatique, ni technocrate froid, mais un homme de terrain qui parle le langage des soldats et celui des étudiants. Pour beaucoup au Burkina Faso, il incarne une génération qui refuse la résignation. Son parcours éclaire la fracture du Sahel, entre ceux qui attendent la sécurité promise de l'extérieur et ceux qui préfèrent l'apprendre à leurs dépens. Sous sa direction, les premières décisions furent rapides. Les postes frontaliers furent fortifiés, les drones repoussés, les instructeurs étrangers remplacés par des unités locales. Ces gestes paraissaient minimes, mais leur résonance fut immense. Pour la première fois depuis des décennies, la défense du territoire n'était plus un service sous-traité. Les radios communautaires, les marchés, les mosquées reprirent la même phrase « Nous gardons notre sol ». Traoré comprit aussi que la bataille n'était pas seulement militaire. Il parla de dignité, de récit, de la nécessité d'écrire l'histoire du Burkina avec des mots burkinabés. Dans une région saturée d'images venues d'ailleurs, ce repositionnement symbolique était un acte d'indépendance autant qu'un bouclier. Et pourtant, chaque victoire s'accompagnait d'un coup.
Isolement diplomatique, sanctions implicites, campagne médiatique. Les alliés d'hier se taisaient, les critiques se multipliaient. Mais pour ceux qui vivaient la réalité du Sahel, ce silence confirmait une évidence. La souveraineté n'est pas donnée, elle se prend. Une question persiste, brève comme une étincelle. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour défendre ce qu'il appelle « chez lui » ? Tout commença à la fin de 2023, lorsque le retrait officiel des troupes françaises fut annoncé. Les caméras filmèrent les derniers convois quittant Ouagadougou, tandis que les drapeaux tricolores étaient abaissés. Le monde pensa alors que la page était tournée. Mais quelques semaines plus tard, un nouveau réseau d'accords vit le jour, discret, feutré, dispersé sur les cartes. Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Les documents parlaient de formation, de coopération, de partenariat technique. Pourtant, les routes logistiques menaient toutes dans une même direction, vers les frontières du Burkina Faso. Au début de 2024, des rumeurs circulèrent à Niamey et Bamako. Une opération Relink aurait été lancée, censée coordonner le renseignement entre partenaires occidentaux et gouvernements coopérants. Rien d'officiel, mais les signes étaient là. Des aérodromes modernisés, des hangars neufs, des couloirs aériens nocturnes. À Parakou, au nord du Bénin, les habitants racontaient avoir entendu des moteurs d'avion après minuit. Officiellement, il s'agissait d'exercices conjoints, officieusement d'une surveillance constante. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, répondit sans attendre. Ses forces déployèrent de nouveaux points de contrôle le long du couloir de Bayane, scellèrent des partenariats de défense régionaux avec le Mali et le Niger et renforcèrent la coordination des radars transfrontaliers. Ce n'était plus une politique défensive, c'était une déclaration d'existence. Chaque poste érigé, chaque patrouille commune traduisait un message simple. Le Sahel se tient debout. Mais l'encerclement continua d'avancer, calme et méthodique. Les alliances changèrent de visage. Les instructeurs devinrent conseillers. Les compagnies militaires privées se présentèrent sous couvert d'aide humanitaire. En surface, la diplomatie. En profondeur, une lutte d'influence. Des think tanks occidentaux publièrent des rapports alarmistes sur l'instabilité sahélienne. Dans ces textes, la résistance burkinabé devenait synonyme de militarisation. Pendant ce temps, les chaînes locales diffusaient des discours de Traoré prônant la dignité, la coopération africaine et l'unité face à la dépendance. Deux récits s'affrontaient mot contre mot. Puis vint un tournant au printemps 2025. Des images satellites révélèrent un quadrillage précis. Bases, radars, drones, routes d'approvisionnement. Les analystes africains parlèrent d'un échiquier silencieux. L'Empire, disait-on, ne recule jamais. Il change simplement d'uniforme. Face à cette géométrie, le Burkina Faso organisa des manœuvres conjointes avec le Mali et le Niger, affirmant publiquement la naissance d'un bloc sahélien. Pour la première fois, la riposte n'était pas isolée. Et dans cette séquence d'événements, retrait, encerclement, résistance, une vérité s'imposait. Ce que la France appelait stabilité, le Sahel l'appelait liberté. Le conflit n'était plus seulement territorial, mais narratif. Et sur ce front, Ibrahim Traoré avait compris que les mots pouvaient être plus tranchants que les armes. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Entre janvier et août 2025, le Burkina Faso a augmenté de 37% le nombre de patrouilles frontalières conjointes avec le Mali et le Niger. Les interceptions de convois non identifiés ont bondi de près de 50%, tandis que les incidents impliquant des appareils étrangers ont été réduits de moitié. Ce basculement, discret mais mesurable, illustre la transformation d'une armée dépendante en un outil de dissuasion nationale. Le contraste est quand Eun qui sosagne veut du lieu namra 1923. Wat dor, 2,5% kak sumen trinsat chenhong chankuvuk, dok tukrien be kak le klung benwai. Aujourd'hui, la majorité des vols sont opérés par des équipes africaines formées localement. Derrière ces chiffres se cache la philosophie d'Ibrahim Traoré. La souveraineté n'est pas un symbole, mais une compétence qu'on apprend et qu'on compte. Sur le plan économique, les tendances confirment la même dynamique. Le Burkina Faso, autrefois dépendant à 80% des subventions européennes pour ses programmes de sécurité, n'en reçoit plus que 25%.
Ce vide a été partiellement comblé par des partenariats avec des acteurs non occidentaux, Russie, Chine, et un réseau croissant de coopération intra-africaine. La diversification n'a pas seulement une portée financière, elle traduit une volonté d'échapper à la tutelle idéologique des bailleurs. Mais les données révèlent aussi un coût. Les réserves de devises ont chuté de 15% en 6 mois et les flux d'investissement directs étrangers restent quasi nuls. Dans les chancelleries occidentales, cela est interprété comme un signe de fragilité. Au Sahel, on y voit une phase de transition. Nous payons notre liberté à crédit, dira un conseiller de Traoré sous couvert d'anonymat. Les rapports des ONG locales montrent une évolution sociale tout aussi tangible. La participation communautaire au programme de sécurité a augmenté de 42%, et le taux d'alphabétisation civique dans les zones frontalières s'est amélioré de 11 points. Ces indicateurs, modestes en apparence, traduisent une mutation. L'idée que la sécurité et la conscience nationale sont désormais indissociables. Enfin, le volet médiatique complète cette équation. Depuis que le gouvernement burkinabé a investi dans la formation de journalistes et de stations régionales, le volume de contenu produit localement sur les questions de souveraineté a doublé. Le récit se décentre. L'Afrique ne commente plus son histoire, elle la raconte. Et dans ce renversement narratif, les chiffres deviennent des arguments politiques. Ces données, loin d'être abstraites, composent le portrait d'un pays qui compte autrement. Non plus les bases qu'il accueille, mais celles qu'il refuse. Deux visions s'affrontent autour du Sahel, et chacune prétend défendre la stabilité. La première, héritée des anciennes puissances, affirme que la présence militaire étrangère est un rempart contre le chaos. Ses défenseurs évoquent la montée du terrorisme, la fragilité des États et la nécessité d'un appui technique venu d'Europe. Ils insistent, sans encadrement, les armées sahéliennes manqueraient de moyens, et les populations civiles paieraient le prix fort. Dans leur rapport, l'ingérence devient assistance, et la dépendance se maquille en partenariat. La seconde vision, celle incarnée par Ibrahim Traoré, voit dans cette logique une illusion soigneusement entretenue. Pour lui, chaque base étrangère, même installée au nom de la sécurité, creuse un déficit de souveraineté. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais de cohérence. Comment parler d'indépendance si les frontières dépendent d'autrui ? Ses partisans soutiennent que la véritable stabilité ne vient pas du contrôle extérieur, mais du renforcement intérieur, des forces locales, de l'éducation politique, du lien civique. Les débats sont vifs jusque dans les universités africaines. Certains économistes mettent en garde contre une rupture trop brutale. Un isolement financier pourrait ralentir le développement. D'autres rappellent que les pays jadis considérés comme bons élèves du FMI demeurent prisonniers d'une croissance sans souveraineté. Entre ces deux pôles, la jeunesse tranche de plus en plus clairement. Mieux vaut avancer lentement debout que courir sous tutelle. L'Occident, de son côté, redoute une contagion d'indépendance. Car si le modèle du Sahel réussit, il pourrait inspirer d'autres régions. C'est là que la bataille narrative devient cruciale. Celui qui nomme le désordre en définit aussi la légitimité. Et sur ce terrain des mots, Ibrahim Traoré a compris que la résistance la plus puissante n'est pas armée, mais lexicale. Un silence tranchant marque une nouvelle étape dans ce récit, car c'est justement dans le calme apparent que le Sahel se redéfinit. Alors que les chancelleries parlent de désescalade, sur le terrain, les lignes se figent. Les drones continuent de survoler les corridors commerciaux, les conseillers étrangers demeurent dans les camps voisins, et pourtant les cartes officielles proclament la stabilité. Pour Ibrahim Traoré, cette dissonance est la preuve que la guerre la plus décisive n'est plus militaire, mais cognitive. La bataille des perceptions a remplacé celle des frontières. Dans ses discours récents, il évoque l'arme invisible, les récits, ceux qui façonnent la peur, la prudence ou la foi en soi. Nous ne sommes pas encerclés par des armées, dit-il, mais par des mots. Ce renversement de perspective, du champ de bataille physique à celui du sens, marque un tournant décisif. Le Sahel cesse d'être un espace de crise pour devenir un espace d'expérience, là où l'Afrique teste sa capacité à penser son indépendance avant même de la défendre. Les conséquences du réveil sahélien se lisent d'abord dans les rues.
À Ouagadougou, les marchés sont redevenus des lieux de discussion politique. Les affiches montrant Ibrahim Traoré alternent avec des citations de Sankara ou de Lumumba. Dans les quartiers populaires, des comités civiques surveillent la distribution du carburant, l'usage des fonds publics et organisent des veillées d'information. Ce n'est pas une révolution de palais, mais de trottoir. Dans le monde rural, la transformation est tout aussi tangible. Les paysans, longtemps dépendants de crédits imposés par des institutions étrangères, expérimentent des coopératives financées localement. Les subventions d'État ciblent désormais la souveraineté alimentaire, semences locales, circuits courts, interdiction progressive des produits importés inutiles. Le taux d'autosuffisance agricole a progressé de 12% en un an, et les exportations de céréales vers le Mali ont doublé. Derrière ces chiffres, un mot d'ordre, nourrir avant de négocier. Le secteur économique privé, lui, avance entre deux mondes. Les anciennes filiales occidentales ferment ou réduisent leurs activités, pendant que de jeunes entrepreneurs burkinabés et nigériens ouvrent des entreprises nationales dans les mines, les transports et l'énergie solaire. Le désengagement étranger, que les analystes de Bruxelles qualifient de risque d'effondrement, est perçu localement comme une fenêtre d'autonomie. Une ingénieure de Bobo Dioulasso résume « Nous avons perdu des investisseurs, mais gagné la possibilité d'échouer par nous-mêmes. Sur le plan régional, le bloc sahélien, Burkina Faso, Mali, Niger prend forme concrètement. Un conseil de coordination militaire unifié supervise les patrouilles transfrontalières et mutualise les données radars. Ce n'est plus un slogan panafricaniste, mais une structure. L'Union africaine observe avec prudence, consciente que ce modèle pourrait inspirer d'autres zones. Enfin, l'impact psychologique et culturel dépasse les frontières. Des écoles de Dakar à celles de Dar et Salam des étudiants citent les discours de Traoré pour débattre du rapport entre indépendance et discipline. Les artistes chantent la dignité retrouvée. Les journalistes africains s'approprient leur voix. Dans les studios de radio, une phrase revient souvent. Nous ne parlons plus pour convaincre, mais pour comprendre. Mais ces avancées ont un revers. Les sanctions économiques ralentissent les importations de matériel médical et de pièces industrielles. Les villes connaissent des pénuries, la monnaie locale perd de sa valeur. Pourtant, malgré les privations, la population semble tenir bon, car pour beaucoup, la pauvreté n'est pas nouvelle. La résignation, si. Sous ce ciel tendu, une certitude s'impose. Le Sahel a cessé de subir. Il agit, même si le prix est élevé. 3 trajectoires se dessinent pour le Sahel. 3 manières d'écrire la suite d'une même histoire. Dans une première voie, le bloc sahélien parvient à stabiliser ses institutions. Les coopérations militaires internes s'élargissent à la logistique, au transport et à l'énergie. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, devient un modèle d'autonomie prudente, un État qui garde le cap malgré l'isolement financier. Les tensions diplomatiques se calment et les organisations régionales commencent à reconnaître la légitimité de ce nouvel équilibre. L'économie reste fragile, mais les fondations d'une indépendance durable se posent. Dans une seconde voie, la pression extérieure, sanctions, campagnes médiatiques, restrictions bancaires finit par fissurer l'alliance. Les divergences internes entre Niamey, Bamako et Ouagadougou s'accentuent. Certains acteurs régionaux attirés par l'aide internationale choisissent la conciliation avec l'Occident. Le bloc sahélien se divise, et l'idée même d'un axe de souveraineté s'étiole. Dans ce cas, le Sahel redeviendrait un espace de rivalité plutôt qu'un front commun. Dans une troisième voie, tout repose sur un élément imprévisible, la perception mondiale. Si l'opinion africaine continue de soutenir le discours de Traoré, et si les grandes puissances échouent à le diaboliser, alors un effet domino pourrait se produire. D'autres nations, du Congo à la Guinée, oseraient réclamer la même autonomie. Ce scénario ouvrirait une ère nouvelle, pas une rupture brutale, mais une recomposition du rapport entre Nord et Sud. Les institutions financières et diplomatiques seraient contraintes de reconnaître la pluralité des voix africaines. Entre ces futurs, une constante demeure, la discipline. L'indépendance n'est pas un drapeau, répète Ibrahim Traoré, c'est une rigueur. Si cette rigueur tient, le Sahel pourrait transformer la crise en matrice politique. Derrière les cartes et les chiffres, il reste des visages. À Ouaïgouya, une institutrice, raconte qu'elle commence chaque cours d'histoire par un mot simple, souveraineté. Non pas comme un concept abstrait, mais comme une promesse à ses élèves.
celle de ne plus laisser d'autres écrire leur avenir. Dans les rues de Ouagadougou, les mères vendant leurs produits sous le soleil brûlant, tout en récitant les paroles d'Ibrahim Traoré, entendues à la radio, « Notre dignité ne se négocie pas ». Ces mots, répétés 1000 fois, deviennent un rythme collectif, une respiration. Pour la jeunesse, ce mouvement dépasse la politique. Il devient un miroir, la preuve que leurs frustrations ont une direction, que la colère peut se transformer en projet. Des étudiants participent à des ateliers de presse, apprennent à raconter l'Afrique sans filtre étranger. Les artistes, les poètes, les musiciens s'emparent du thème du réveil sahélien comme d'une renaissance. Ce n'est plus la peur qui relie les peuples, mais le refus commun de l'effacement. Dans les campagnes, la solidarité se traduit autrement. Entraide agricole, garde de nuit communautaire, apprentissage mutuel des langues régionales pour renforcer la cohésion. Le patriotisme, souvent perçu comme instrumentalisé ailleurs, redevient ici un geste quotidien. Et au milieu de ces voix, une conviction naît. La liberté n'est pas un événement, mais une éducation. Si l'Afrique veut durer, elle doit d'abord se comprendre. Pour transformer le sursaut en construction durable, le Sahel trace peu à peu une feuille de route. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré parle moins de promesses que de méthodes, et celle-ci s'articule dans 5 axes. Premièrement, la coordination militaire régionale. Le conseil de commandement conjoint doit devenir permanent, avec des formations croisées et un budget mutualisé. Objectif, que chaque frontière devienne une ligne de solidarité, non une faille. Deuxièmement, la souveraineté économique. Les accords miniers et énergétiques sont renégociés pour garantir au moins 60% de valeur ajoutée locale. Les universités techniques participent à ces projets afin que la connaissance accompagne la ressource. Troisièmement, la sécurité alimentaire. Le Burkina Faso et le Niger investissent dans les coopératives céréalières et les réseaux d'irrigation communautaire. Chaque hectare cultivé devient un acte politique. Nourrir, c'est résister. Quatrièmement, l'indépendance informationnelle. Le plan Voix du Sahel vise à créer un réseau médiatique commun diffusé en plusieurs langues africaines. Il ne s'agit pas de propagande, mais d'équilibre. Que les faits ne traversent peut-être plus les océans avant d'être africains. Cinquièmement, la diplomatie horizontale. Les alliances sud-sud, jadis théoriques, s'incarnent par des projets tangibles. Laboratoires pharmaceutiques, satellites météo, infrastructures partagées. L'union n'est plus déclarée, elle se mesure. Cette feuille de route n'élimine pas les obstacles, mais elle redéfinit les priorités. Dans les mots de Traoré, nous ne cherchons pas la perfection, mais la continuité. La nuit tombe sur le Sahel, mais cette fois la lumière ne vient pas d'ailleurs. Au nord de Ouagadougou, un ancien poste militaire est devenu école. Les murs portant bien encore les traces de balles, mais sur les tableaux, on lit des formules de physique et des vers de poètes. C'est là que les enfants apprennent le mot qui a tout déclenché, souveraineté. Ibrahim Traoré, en visitant ces lieux, ne promet pas la victoire. Il promet la lutte. Ces mots rappellent ceux de Sankara. Nous devons oser inventer l'avenir. Ce rappel, simple et rugueux, agit comme un écho. Les chaînes du passé se transforment en motifs de mémoire. Là où la peur commandait, la discipline répond. Le Sahel, longtemps décrit comme périphérie, devient cœur battant. Les cicatrices deviennent cartes, les ruines deviennent plans. Et dans chaque regard d'enfant se lit une vérité neuve. L'indépendance n'est pas un héritage, mais un exercice. Tant que ce souffle persiste, aucune armée ne peut encercler une idée. L'histoire n'est pas close, elle commence à peine. Le Sahel a parlé, et sa voix résonne jusque dans les couloirs des universités, des parlements et des villages. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse le Burkina Faso. Il rappelle à tout un continent que la liberté ne se délègue pas, elle se cultive. Ce n'est pas un appel à la rupture, mais à la lucidité. L'Afrique ne demande pas d'ennemis, elle demande du respect. Les nations peuvent coopérer sans se soumettre, commercer sans s'effacer, apprendre sans imiter. Les prochains mois décideront si ce réveil reste local ou devient continental. À chaque génération revient une même question. Qui racontera l'Afrique ? Si ce n'est pas elle-même, alors personne ne le fera justement. Le dialogue africain doit désormais s'ouvrir. Dans les écoles, les médias, les rues, les familles, pour que la souveraineté ne soit plus un cri, mais une conversation. Parce que la liberté, une fois prononcée à voix claire, ne se tait plus.